Monsieur Zinsou, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes président du comité des mécènes de la saison Africa 2020. Vous êtes également à la tête de Southbridge. Merci de nous avoir rejoints. Je sais que votre agenda est très chargé et pourtant vous avez tenu à clôturer à travers une keynote cette journée du 7 et qui se termine par ce temps fort africain, saison Africa 2020. Monsieur Lionel Zinsou, vous allez avoir 10 minutes pour nous inspirer sur une thématique. C'est bien entendu, on va parler de résilience et la résilience a été le fil rouge de toute cette journée. Mais pour clôturer en beauté ce temps fort saison Africa 2020, pourquoi et comment les industries créatives et culturelles africaines vont être le levier, vont être au cœur du rebond africain post-pandémie, post-Covid-19. C'est la culture et l'industrie créative qui vont être les nouveaux moteurs de la croissance. Monsieur Lionel Zinsou, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, écoutez, merci, c'est moi qui suis très honoré. Et puis, je ne vais pas avoir la prétention d'apporter des éléments de conclusion à des débats qui ont été non seulement très riches, très bien organisés, je vous en félicite, et très experts. Et donc, je vais partager avec vous deux considérations. L'une plutôt qui correspond à mon passé d'économiste et à ma pratique de financier aujourd'hui, et l'une qui vient plus dans le registre des émotions, et vous dire, moi, ce que j'observe sur le terrain en Afrique, auprès des artistes, auprès des créateurs, auprès de leur public, et qui me paraît extraordinairement passionnant. C'est vraiment la métaphore du développement assez extraordinaire de l'Afrique d'aujourd'hui, de sa jeunesse, de ses femmes. Enfin, mes premières considérations, des considérations froides d'économiste. Vous m'avez d'ailleurs promu président du comité des mécènes. Je suis humblement président du conseil consultatif de la saison Afrique 2020. Mais non, mais on est très honoré d'être consulté et je pense que c'est un événement très important. Gonnet en a une fois de plus, je la salue, parler avec beaucoup de toute sa vision. C'est une co-création, une coproduction qui est vraiment exceptionnelle, qui est très panafricaine et vraiment si pour une fois on a créé ensemble entre des grands ensembles continentaux, des choses qui font notre fierté, c'est bien cela qui en est le tout premier exemple. Une considération d'économiste, parfois de parler d'industrie créative, d'industrie culturelle, ça paraît presque une alliance de mots. On se dit, mais c'est d'abord au fond de l'art, c'est d'abord de la capacité d'artisans, ou d'artistes, ou des deux associés, c'est des savoir-faire, c'est des traditions, mais en quoi c'est de l'industrie? Alors c'est de l'industrie, mais plus au sens anglo-saxon d'industrie, c'est l'activité économique industrieuse, plus encore qu'au sens industriel que ça prend dans la langue française, mais c'est quelque chose qui est en réalité un terme tout à fait mérité, parce que moi, ce qui me frappe et que la saison vraiment veut exprimer, c'est combien c'est transversal dans tous les secteurs économiques, et la culture est nourricière de toutes les activités économiques humaines. Alors évidemment, quand on se tourne vers mon excellent ami Tidiane Dem, il nous parle entertainment et modèle économique qui se valorise. Si on parle avec Fatoumata, il s'agit de créer de la valeur économique, parce qu'il y a toute une série d'activités créatives qui ont leur modèle économique. Mais ça va très au-delà de la simple création qui poursuit le but de créer pour un public. Ça va au-delà de l'entertainment qui est très important, ça va au-delà
de l'édition musicale, ça va au-delà de la danse, ça va au-delà des artistes plasticiens. C'est quelque chose qui en réalité génère énormément d'emplois parce que la culture est nourricière d'autres activités. C'est très important, évidemment, pour la mode. Et là encore, on est à la fois dans le plus contemporain et dans les traditions. Moi, je suis frappé. Aujourd'hui, je ne suis pas habillé en wax, je suis habillé en yoruba. Mais parfois, je suis habillé en wax. Mais le wax, c'est extraordinaire combien ça plonge dans nos traditions. Mais c'est des traditions d'ailleurs partagées, parce que beaucoup des motifs du wax viennent de la tradition indonésienne, vient d'ailleurs la colonisation hollandaise. Mais depuis des décennies maintenant, c'est approprié dans la culture africaine. Et il y a un savoir populaire qui est extraordinaire sur ce que signifient les motifs. Les vrais érudits et les anciens, ils savent que on ne met pas le même pagne pour dire qu'on est heureux en mariage ou malheureux. Et parfois, ils sourient en voyant des jeunes gens brillants de la classe moyenne, mais qui s'habillent avec des symboles qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc c'est très populaire, c'est très créatif. La créativité, elle est à la fois, elle repose sur 150 ans de motifs, une bibliothèque incroyable, et sur les créations de l'année dernière. Et ça nourrit une industrie textile très importante, avec des centaines de milliers d'emplois. Vous avez la même chose, la même transversalité, si vous voulez, si vous pensez au tourisme. C'est évident que la création, l'entertainment, la création artistique est un élément important de la rencontre des peuples. Et on va à la rencontre de l'autre, pas simplement pour faire du tourisme balnéaire, mais évidemment pour une rencontre culturelle et des émotions très fortes et des acquisitions de connaissances à travers cela. Et donc, vous avez là encore des pays, d'ailleurs malheureusement assez frappés par le Covid, parce que le tourisme représente une part démesurée de leur activité économique. Quand vous regardez aujourd'hui les statistiques macroéconomiques des Seychelles ou du Cap-Vert, ils sont en train de perdre, ou de Maurice, entre 10 et 15% du PIB. Mais le tourisme, dès qu'il reprendra, il sera lui aussi dans une problématique de culture nourricière. Et vous pouvez comme cela, de façon transversale, vous apercevoir qu'il y a l'art pour l'art, et puis il y a l'art pour de nombreuses activités économiques qui le portent, qui le façonnent. Et ça, au fond, c'est très important. Alors évidemment, vous avez beaucoup parlé, c'est très légitime, de digital, et notamment parce que cette rencontre est digitale et numérique. Et évidemment, ça multiplie les supports par lesquels on peut, en streaming, puisqu'il y a eu une explosion, une révolution, en fait, de l'accès au numérique, évidemment, aujourd'hui, ça multiplie les vecteurs et ça conforte les modèles économiques. Mais ces modèles économiques, ils sont très divers, et c'est une de leurs forces. Ce qui n'est pas le plus fort, et je l'ai beaucoup regretté dans mon expérience gouvernementale, ce sont les politiques publiques. Là, je pense qu'on peut faire des efforts, et d'ailleurs, curieusement, peut-être, la pandémie qui a souligné un peu la vulnérabilité des artistes, et notamment pour la saison 2020, ils ont été souvent empêchés de voyager, empêchés de produire, parce que le mot production, il est très très important. Il est aussi important pour la création d'une œuvre plastique, pour la création d'une chorégraphie, pour de la production musicale, qu'il l'est dans l'industrie. Et donc, on a bien vu que la production était parfois paralysée, souvent remise en cause de façon temporelle ou même radicalement perdue. Donc, peut-être les pouvoirs publics seront plus sensibles aux impacts économiques de tout ce qui est industrie créative. En tout cas, il y a quand même des politiques publiques, il y a de la commande publique, et il en faudrait beaucoup plus, et il faut que
la saison et votre propre réunion soient aussi des occasions de plaidoyer pour qu'il y ait des politiques publiques, mais il y a aussi des modèles philanthropiques. Nous avons créé en famille une fondation dédiée à la culture et à l'art contemporain africain au Bénin, drainant, selon les années, entre 500 000 et 1 million de participants aux diverses manifestations, expositions, au fond, masterclass des grands photographes, déambulations et spectacles chorégraphiques. Et donc, comme il y a une telle audience, un tel public, les entreprises commencent d'apprendre en Afrique, et d'ailleurs également de l'Europe vers l'Afrique, et les multinationales installées en Afrique commencent à apprendre les gestes du mécénat. C'est très important parce que c'est un autre modèle économique qui lui aussi doit se développer et qui est d'ailleurs dans les entreprises une façon pour les entreprises de parler à leurs salariés et de parler à leurs clients en disant le respect de la culture et la contribution au soutien de leur culture. Puis il y a des modèles économiques privés. Alors c'est vrai que dans l'audiovisuel, il y en a plusieurs en concurrence, et il est vrai que quand on arrive à toucher des publics, et on touche des publics qu'il est plus facile de solvabiliser, comme on dit dans mon jargon, quand on est capable d'atteindre des millions d'auditeurs, de clients, de potentiels, s'il y a un modèle économique marchand. Mais il n'y a pas que le marchand dans la vie. Il y a le marchand, il y a le philanthropique, il y a le mécénat, qui n'est pas tout à fait la même chose, il y a les modèles publics. Et il faut que tous ces modèles se développent ensemble. Et ça va de la start-up qui va devenir une licorne, et alors on en a vu dans le domaine numérique beaucoup. Le Nigeria était beaucoup au centre de vos exemples. J'ai écouté l'ambassadeur de France et un des producteurs significatifs de la coproducteur dans la saison Africa 2020. Mais il faut que tous les modèles économiques qui sont variés puissent se développer parce que ce sont des industries qui sont nourricières de beaucoup d'emplois. Et donc, moi, je suis depuis longtemps partisan du fait qu'on défende cette alliance de mots, ou en tout cas cet alliage de mots d'industrie créative. Et parce qu'elles ensemencent beaucoup d'activités qui créent beaucoup d'emplois, je pense que l'Afrique qui est à la veille, d'ailleurs comme l'ensemble du monde, d'un retour à la croissance qui sera un petit peu plus fort en Afrique que dans d'autres continents, parce que l'Afrique a aussi été un tout petit peu plus épargnée par les conséquences de la pandémie. Je pense que vous avez raison de dire quelque chose qui n'est pas intuitif. Quand on demande aux gens qu'est-ce qui va faire repartir l'économie africaine, je ne suis pas sûr que la première chose que l'on cite, ce sont les activités de culture. Et pourtant, en réalité, parce qu'elles sont complètement transversales, évidemment, elles vont être au cœur de cette reprise économique. Et elles rencontrent une très grande demande de présence, de contenu par de très grands publics et de tous les âges. Et ça me fait passer à ma deuxième considération, qui est plus dans l'émotion que dans la macroéconomie. Je voudrais vous dire, et j'en avais vraiment tout à fait le sentiment en écoutant notamment mon amie et compatriote Angélique Kidjo, qui joue un rôle tellement remarquable sur notre continent, et qui a d'ailleurs trouvé son modèle économique. C'est une bonne nouvelle pour l'édition musicale. Je voudrais vous dire que sur le plan des émotions, moi je suis très frappé par la demande latente qui s'exprime quand même très souvent par d'immenses foules, la demande latente de nos populations. Et je trouve que là aussi c'est transversal, c'est-à-dire c'est tous les âges, ce sont toutes les générations. Vous verrez à la conciergerie à Paris par exemple, un grand artiste ghanéen, Alan Atsui, qui n'est pas le plus jeune des artistes, mais évidemment que nous avons à la fois des jeunes créateurs, et parce que nous sommes le continent le plus jeune, l'âge médian au Bénin, c'est 17 ans et demi. Évidemment que nous avons des ressources de jeunesse qui sont extraordinaires, mais nous avons des ressources intergénérationnelles. Et regardez un thème qui, moi, me fascine,
le thème de la restitution des objets qui ont été pillés au moment des guerres de colonisation. Eh bien, est-ce que c'est porté par les plus anciens? Non, moi je crois qu'à ma génération, peut-être il y avait une résignation. Qui va accueillir les œuvres de retour chez elles? Mais c'est la jeunesse. Regardez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la culture, c'est la ligne droite entre deux points, c'est le chemin le plus court d'une génération à l'autre. Et moi, ce qui me frappe dans le musée de Ouida que nous avons créé, c'est de voir devant des œuvres contemporaines les anciens guidés par leurs enfants et leurs petits-enfants qui leur expliquent, qui leur donnent un discours, qui leur donne, de la très belle expression de Gonnet, un récit du monde. Et ils sont là devant des toiles abstraites. Et leur petit-fils de 5 ans, 6 ans, se cale devant, et devant un tableau abstrait, il voit un paysage, il voit des animaux, où il voit d'ailleurs des objets du quotidien, où il voit un tractopelle, parce que les tractopelles, c'est à la mode aussi chez les enfants de 5 ans en Afrique, devant une œuvre. Et ils racontent en fait leur identité, et ils la racontent à qui? À leurs parents. Et c'est parce qu'ils sont venus avec l'école qu'ils font venir les grands frères, les parents, les grands-parents. Moi, je suis frappé par le fait que la culture dans notre monde, elle est infiniment populaire à travers les âges. Et les femmes y jouent un rôle, comme partout dans la vie économique, considérable. Je vous félicite d'avoir eu sur vos plateaux, dans vos panels, beaucoup de femmes et des femmes témoignant aussi bien sur les start-up que sur les échanges culturels, audiovisuels, etc. Parce que le rôle des femmes dans la création est à l'égal de leur rôle dans l'économie. Elles sont un moteur inégalé. Et à mon avis, qu'on a pas mal de difficultés à retrouver dans d'autres continents, notamment l'Europe. Et ça, là encore, c'est une transversalité très très importante de la culture. Les enfants, les jeunes, les femmes, totalement impliqués et dans la création et dans les publics de la création et dans les consommateurs sensibles. Moi, je suis frappé. Vous regardez les coiffures. Alors, vous pouvez les regarder à travers l'œuvre d'Odje Kéré, et qui est maintenant dans tous les grands musées du monde, et qui est cette photographie de coiffure extraordinairement sophistiquée, mais chacune a une signification. Et la signification, elle est plutôt chez les anciens, et elle est toujours chez les femmes. Et en même temps, elle se diffuse à toute la société. Donc c'est cette transversalité extraordinaire des générations, ce passage aussi, cet échange entre les genres, qui me paraissent des dimensions très importantes. Et c'était formidable que Gonnet Fall fût la commissaire générale, soit la commissaire générale, et va le rester tout le long de l'année 2021, de cette saison hors du commun. Merci. Mon tout dernier mot, c'est pour vous dire que moi, je crois que la culture est en avance sur notre développement. C'est-à-dire que, vous voyez, on fait des classements qui sont des classements doing business, qui sont des classements de PIB, qui sont des classements sur le développement humain, parce qu'on veut appréhender par des chiffres. Alors on dit tel pays, il est 123e et l'autre il est 172e dans tel classement. Personne n'a jamais osé faire de classement de la culture, de la création. Et donc s'il y a bien un domaine où on ne sait pas si on est premier ou 172e, c'est bien la culture. Et c'est très très important parce que, vous savez, quand on est encore dans des situations difficiles, des situations de pauvreté, des situations de guerre, la culture prend un rôle essentiel. Moi, j'étais frappé par les lettres à Olga de Václav Havel, et ensuite j'ai eu la possibilité lumineuse de connaître Václav Havel. La culture comme métaphore de la liberté. Quand il ne vous reste rien de liberté, il y a la culture, et c'est pour ça que les totalitarismes, en général, ils imposent un conformisme et ils répriment la création. Et malgré tout, en réalité, la création a toujours survécu au totalitarisme. Et en Afrique, il y a des zones où on est privé de liberté.
Et il y a beaucoup de zones où on est privé du développement. Mais la culture, là où on n'est jamais classé parce qu'on est unique et que personne ne raisonne en termes de supériorité et d'infériorité, enfin, plus grand monde, la culture, c'est quand même la métaphore de nos libertés quand on en est privé et de notre développement, parce que notre développement, il est encore un peu dans son enfance. Et cette transversalité-là aussi, si vous voulez, elle me paraît très très importante. Merci. Et quand on dit l'Afrique, c'est le continent du futur, et de certaine manière, vous nous avez montré des startups, vous avez montré des sujets sur lesquels l'Afrique est en avance. Et dans le numérique, on trouve beaucoup de ces exemples. Récemment, je parlais avec un opérateur de télécommunications et il me disait, l'Afrique, c'est très simple, elle a 15 ans d'avance. Alors, comme ce n'étaient pas des discours si fréquents il y a 10 ans, 15 ans, je trouve que c'est important qu'aujourd'hui on puisse le dire. Et dans quel domaine ? Eh bien, par exemple, dans le domaine des usages des nouvelles technologies. Et ça vaut dans l'art. Je vous assure que quand vous voyez des enfants qui se promènent dans un musée à Ouidah et qui, grâce à une application de réalité augmentée, se mettent à dialoguer avec les œuvres, à apprendre beaucoup de choses sur les œuvres, et que c'est une application qui a été faite par un jeune ingénieur béninois. Tout à fait. Je me dis, oui, en usage de la technologie, on est en avance. Et on est plus populaire dans l'adoption de la technologie que dans beaucoup d'autres continents qui sont pris, évidemment, dans des héritages. Et nous n'avons pas forcément d'héritage de la technologie sous la forme contemporaine, et donc nous sommes preneurs des tout derniers développements. Et ça, si vous voulez, c'est très important. Donc j'aime mieux l'expression de Léopold Sédar Senghor. Évidemment, nous sommes un continent du futur, comme tous les continents d'ailleurs. Non, il préférait parler de terre promise de l'avenir. Et moi, je voudrais rester sur ce mot de promesse. Je vous ai dit en macroéconomiste ce que j'étais dans ma jeunesse. C'est toutes les industries qui sont concernées. La culture y apporte de la valeur ajoutée, elle les supporte, elle les soutient. Mais dans l'ordre et le registre des émotions, rappelons-nous cela, c'est vraiment la ligne droite d'un point à un autre, et ces points sont essentiels. C'est la tradition et l'avenir, c'est les hommes et les femmes, c'est les anciens et les plus jeunes. Merci. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Lionel Zinsou. C'est inspirant, c'est plein de finesse, ça nous transporte et c'est fait une conclusion absolument parfaite pour cette séquence, cette journée et cette séquence Africa 2020. Monsieur le président du comité consultatif, je vous ai effectivement je vous ai donné le mauvais titre, mais en tout cas, c'est un plaisir, un honneur, et merci de nous avoir fait confiance et d'avoir clôturé avec autant de philosophie, de finesse et d'image cette journée cette première journée d'Emerging Valley. Merci Monsieur le Premier ministre et à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous et bonne journée demain. Merci. Eh bien, nous arrivons à la clôture de cette première journée de Emerging Valley. Le 7 avril, vous avez vu, c'était très dense. Il y a eu, j'ai oublié de préciser, mais en parallèle, près de 30 ateliers sur la plateforme. Donc, connectez-vous. Il y a les replays, tous les replays sont disponibles. Demain, nous allons avoir une journée encore plus dense avec une ouverture officielle par la Proparco, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, puis Madame la ministre Elisabeth Moreno. Nous aurons ensuite plusieurs temps forts. Un temps fort sur la résilience des incubateurs, des startups, du SIBC. Grand moment de pitch des startups du SIBC demain matin. Il y aura également un temps fort e-santé, puis entrepreneuriat féminin. Ensuite, nous aurons une après-midi qui va être dédiée aux industries créatives et culturelles, mais du point de vue de Marseille, suivi par le grand temps fort résilience territoriale avec Euroméditerranée. La remise des prix, ne manquez pas ça. Made in Africa, Provence Africa Connect. Et la signature de partenariat que nous annoncerons demain matin, c'est la surprise, entre différents acteurs de l'innovation africains.
Et enfin, le grand Digital Dialogue de clôture avec plusieurs acteurs, grands acteurs du numérique, Microsoft, Huawei, la Commission européenne avec Gilles Babinet, Jean-Michel Severino, qui va porter son regard d'expert à travers, en tant qu'ancien président de l'AFD et actuel président d'Investisseurs et Partenaires. Et nous aurons également Eva Sohébion et Omar Cissé, une des plus belles futures licornes africaines, qui viendront débattre sur ce grand temps fort. Et la surprise, je vous l'annonce ce soir, c'est qu'après le Digital Dialogue, eh bien, Emerging Valley, grâce à un partenariat avec Trace, et nous aurons Trace d'ailleurs parmi nos panélistes, vous offre une soirée musicale, la soirée musicale Emerging Valley, Marseille, Afrique, Provence, unis dans la résilience. Et cette soirée musicale, eh bien, c'est juste après le Digital Dialogue, à partir de 19h30, pour finir cet événement en beauté avec des inspirations africaines, des inspirations d'ailleurs aussi. Et donc, ce sera le grand temps fort musical pour continuer à rester sur la plateforme, à regarder les artistes, mais aussi à continuer à networker. Continuer de networker, l'outil explose. Nous avons des stats qui montrent que les lives, les vidéos, les FaceTime, les chats vont dans tous les sens. Il y a beaucoup d'échanges qui se font actuellement sur la plateforme. Nous avons déjà maintenant plus de 2000 inscrits et ça continue. Donc merci à tous et à demain. Merci pour cette première journée d'Emerging Valley, d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 8h45 pour la seconde journée d'Emerging Valley. Bonne soirée, merci à tous.